les entrepreneurs qui vont réaliser les travaux. Donc, ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est beaucoup l'aspect échéancier, le lien entre les estimations détaillées, les estimations qu'on fait, les risques de dépassement d'échéancier, l'impact que pourrait avoir des dépassements. De tout ce volet-là pour vous montrer que c'est interrelié. Donc, Fred, j'ai débordé un petit peu dans ma présentation de qui je suis, mais je pense que je voulais introduire aussi C'est les débuts. parfait. C'est parfait. Fait que je te laisse débuter. Oui. Pour ajouter à ce que Patrick mentionnait, c'est que on connaît un marché de la construction depuis quelques années là, qui est en surchauffe. On entend le mot surchauffe. En fait, c'est toujours l'offre et la demande. Donc, les gouvernements, les organisations ont beaucoup de demandes. Est-ce que les entrepreneurs peuvent offrir une capacité? Le point d'équilibre, il n'est plus comme avant, là. Donc, le côté macro de la chose dans le secteur de la construction, là, il y a un effet sur je vais appeler ça macro, mais sur l'effet micro, c'est-à-dire sur, sur vos projets, sur les organisations, sur les projets directement. On veut faire ça rapidement, les projets, parce que il faut comprendre que les entrepreneurs ne peuvent pas répondre à toutes les demandes. Donc, ou si oui, souvent c'est difficile de concilier le tout. Donc, l'ordre du jour, là, c'est dans le fond, c'est en deux volets. Comme Patrick l'a quand même introduit, on va parler de c'est quoi l'effet de la pression, l'offre et la demande dans le secteur de la construction, puis l'incertitude que ça génère directement dans les projets. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à cette incertitude-là, pallier aux effets négatifs de tout ça. Il faut dire une chose, que ce n'est pas une baguette magique ici. Les projets sont tous uniques. Puis pour des problèmes uniques, pour des aspects uniques, ça prend des solutions qui sont faites en fonction des aspects uniques des projets. Donc, voilà. Si tu peux me permettre, Frédéric, effectivement, là, on parle d'incertitude, mais on ne veut pas, juste pour vous sachiez, pour ceux qui se joindront à nous, on a déjà débuté, on s'est présenté, la présentation est à peine débutée, donc inquiétez-vous pas. De toute façon, vous allez avoir la vidéo par la suite, on va vous la transmettre, vous allez pouvoir la réécouter si vous voulez. Mais dans 2 semaines, il y a un 5 à 7 qui est organisé par l'Association des estimateurs économistes de la construction du Québec, dont je suis président. Et Fred est aussi sur le conseil d'administration. On est très impliqués. Puis je veux juste que cette rencontre-là, il va y avoir un panel sur lequel on va parler d'incertitude, mais on va parler beaucoup plus au niveau macroéconomique, l'impact des tarifs douaniers, l'impact de la grève ou tous les impacts potentiels de ces éléments perturbateurs sur l'industrie de la construction en général, mais au niveau plus macro, pouvoir avoir une meilleure vision de ce qui va se passer en 2025, qui va être une année probablement assez spéciale. Et je ne peux pas la comparer les années post-pandémiques, mais ça se peut qu'on soit dans des situations où il va y avoir beaucoup de fluctuations des prix des matériaux, puis on va se retrouver à être dans les mêmes situations de gérer tout ça avec des entrepreneurs. Donc, je vais juste vous dire que cette présentation-là, ou ce panneau-là, a lieu dans 2 semaines, mais nous, aujourd'hui, on ne veut pas aller dans cette dimension macro, comme Fred le disait, mais parler plutôt d'incertitude au niveau des projets. Puis un des éléments, comme je mentionnais, c'est qu'on crée on crée nous-mêmes parfois des donneurs d'ouvrage ou des entrepreneurs des situations d'incertitude quand on met de la pression sur les délais d'exécution, par exemple. Donc, il y a des incertitudes qui viennent de l'externe, de l'extérieur, qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas ce que les Américains font au niveau des tarifs douaniers, mais il y a des éléments qu'on peut contrôler à l'intérieur de notre propre gestion de projet. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, premier volet de la présentation. On en parle peu. On en parle peu parce puis je comprends ça, on est pressé, on a notre projet à cœur, on veut que ça avance. Mais ce qu'il faut tenir compte, c'est que c'est une entreprise humaine, la construction.
C'est-à-dire qu'il y a des humains qui vont travailler sur un chantier. Parce que peut-être qu'un jour, avec les nouvelles technologies, ça sera différent. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est des humains. Les humains, ils ont des familles, puis à la fin de la journée, ces travailleurs-là veulent retourner dans leur famille sans un bras en moins. Et puis, évidemment, faut considérer ça. Euh, Ici, je ne dis pas qu'il y a nécessairement un, un- une conséquence de vouloir compresser les échéanciers. Il n'y a pas d'un lien direct qui est établi, qui est directement sur vu qu'on fait on compresse un échéancier, euh, puis versus une statistique d'accident ou de décès sur les chantiers. Par ailleurs, mais ce que les statistiques, il faut quand même les considérer. Euh, Ici, c'est les statistiques de la CNSST et combinées avec la CCQ. 2023, il y a eu 208 millions d'heures travaillées dans le secteur de la construction. Il y a eu 68 décès dans le secteur de la construction. Il y a eu 8 818 accidents de travail. Puis il y a 1773 maladies professionnelles déclarées. Mais tout ça, c'est des familles impactées. OK? Ça, il faut le considérer dans notre approche micro. Micro. C'est important de le ramener ça au micro parce que quand on travaille dans une entreprise humaine, ben, il faut penser à ce qui est les gens qui sont autour de nous pour que, ultimement, à grande échelle, ben, on soit, on considère, disons, qu'il y ait plus de considération au niveau social. Je peux l'affirmer ainsi. Donc, ce que ça veut dire, puis on peut extrapoler, puis faire des statistiques. Mais une chose est sûre, c'est que si on divise les 68 décès sur les millions d'heures travaillées, mais il y a approximativement un décès par 3 millions d'heures travaillées. Ici, j'ai extrapolé, on peut, puis selon mon expérience, puis les projets majeurs sur lesquels j'ai travaillé, euh, mais 3 millions d'heures, là, c'est un projet d'1 milliard environ. Fait que c'est important de considérer ça, notamment parce que, comme je le mentionnais, c'est des humains qui travaillent. Puis deuxièmement, advenant qu'il y a un accident de travail euh, ou un décès, dans le pire des cas, on ne veut pas ça, mais c'est l'impact sur votre projet, sur le projet, va être quand même significatif. Donc, ce que je dis, c'est que il y a une probabilité que ça arrive qui est plus grande quand on essaie de compresser un échéancier. Il n'y a pas de lien officiel, il n'y a pas de corrélation officielle, mais la probabilité, on s'entend ensemble qu'elle est plus forte qu'il y ait un accident quand on veut faire les choses rapidement. Vous le savez, quand vous cuisinez chez vous, vous patentez quelque chose, puis vous voulez faire ça très rapidement, mais des fois, on omet certaines procédures ou certains on n'y va pas dans la prévention, on y va, on veut le faire. Il n'y a pas de mesure de sécurité qu'on prend parce qu'on veut faire, on veut tourner les coins ronds. Donc, c'est important de considérer la santé-sécurité. Puis de comprendre que quand on compresse un échéancier, il y a une probabilité que les accidents augmentent. C'est statistique. Mais voilà. Donc, ça, c'est Mais important de le mentionner. Merci Fred, mais c'est important effectivement, parce qu'on parle souvent en gestion de projet de deux paramètres principaux, l'échéance, ben, de toutes sortes de paramètres incluant la qualité, mais quand on parle de échéancier coût, c'est deux effets non, qu'on considère, quand on parle de KPI par exemple, mais on ne considère pas le KPI humain là, que tu considères qui peut être des accidents potentiels ou des accidents qu'on a et l'effet que ces accidents pourraient avoir sur les chantiers. Donc, c'est très, très bien de le présenter. Maintenant, là, on va parler d'impact de compresser des échéanciers. Peux-tu nous expliquer un peu comment toi tu vois ça en termes de probabilité? Quel est l'impact de compresser de façon extrême peut-être un échéancier sur des différents autres paramètres que Oui, la santé et sécurité? oui. Mais toujours dans la mesure qu'on compresse les échéanciers, il y a de la pression, on veut faire les projets rapidement. Puis souvent, quand on met de la pression, quand on parle de pression, c'est parce que aussi on a un projet qui est concurrent à un autre projet. Ça peut arriver. Ou
où il y a une coordination qui est faite au niveau macro, de dire mon projet majeur, je vais le faire avant un autre projet. Mais mon projet majeur, il faut qu'il se fasse avant telle date parce que l'autre projet va débuter, puis il va venir chercher des ressources que j'ai besoin pour mon projet. Donc, c'est dans cette mesure-là, on cherche à compresser les échéanciers au départ parce qu'on sait que le marché de la construction, il y a des fenêtres qui s'ouvrent des fois, puis on veut en profiter. Donc, quand on fait un échéancier, puis qu'on veut le compresser, mais tout d'abord, ce qu'on voit très peu dans l'industrie, c'est que les contingences de construction qui sont calculées dans l'estimation de coût ne sont pas représentées dans un échéancier. On va avec un échéancier qui est optimiste, puis qui ne tient pas compte de la contingence qui est calculée dans l'estimation. Donc, les deux ne se parlent pas. L'estimation et l'échéancier ne se parlent pas. Fait que ce que vous voyez à l'écran, ben, le nuage de points qui est à droite, ça, c'est les probabilités de dépassement de coût. Mais quand on regarde l'axe des X, qui est dans le fond l'échelle de temps, ben, les coûts qui sont probables d'être dépensés, ben, ils ont clairement un effet sur la durée parce que quand on regarde le plan déterminé de ce projet-là, c'est un projet quelconque, ben, on voit que le nuage de points, ensuite, ben, il y a une probabilité que les coûts dépassent. Alors, si déjà on a compressé l'échéancier au maximum, puis que clairement, il y a une probabilité forte, parce qu'ici, le point du déterminé, là, qui est ici, là, c'est en fait, c'est comme si on disait qu'il y avait, avec ce point-là, c'est comme si on disait qu'il y avait 80. En fait, il y a 99 chances qu'il y ait un dépassement de coût sur ce projet-là, à partir du moment qu'on décide de prendre ce point-là comme étant l'échéancier baseline de référence et les coûts de référence. Donc, il faut tenir compte absolument de la contingence. Puis, il ne faut pas chercher à compresser un échéancier nécessairement en partant, mais de considérer la contingence à travers l'échéancier. Donc, si on avait, par exemple, ce point de référence, notre baseline, si on peut dire, était normalement ce qu'on devrait voir, que ça devrait être beaucoup plus vers le centre du nuage de points, on serait plus dans un échéancier. Donc, une possibilité de, oui, de compresser, et une possibilité que, oui, s'il y a des risques de prolonger l'échéancier et avec tous les coûts qui vont avec. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est un échéancier extrêmement risqué. On s'entend, en faisant Monte-Carlo, on le constate. Ouais. Par la suite, en fait, c'est quoi l'effet précisément au niveau de la productivité de compresser un échéancier en cours de route? Parce que là, on a un échéancier. Imaginez que l'échéancier est déjà compressé en partant. Vous avez des changements en cours de route. Il est déjà compressé, là. Vous n'avez même pas tenu compte de la contingence. Puis ensuite de ça, vous faites une mise à jour. Puis là, vous souhaitez compresser encore plus. C'est quoi l'effet sur la productivité, par exemple? Bien, ce qui est démontré dans ce graphique-là, c'est qu'au fur et à mesure, ce que vous voyez sur l'axe des X, c'est un indicateur de densité ou de l'échéancier. Puis sur l'axe des Y, c'est les heures qui sont requises pour achever 1% d'avancement sur le projet. Donc, plus que l'échéancier est compressé et dense, plus que ça prend d'heures par travailleur pour réaliser 1% d'avancement. Mais à un moment donné, vous n'êtes plus capable, c'est plus possible d'augmenter le nombre de travailleurs parce que vous avez un espace qui est restreint. Donc, il y a un maximum à compresser un échéancier. En fait, vous ne serez pas capable de compresser davantage un échéancier. Puis le niveau de densité de l'échéancier initial au moment de faire l'échéancier de référence, qui est en anglais le baseline, mais il faut savoir c'est quoi la densité de cet échéancier-là. Parce que s'il est trop dense, s'il est trop compressé déjà à la base, mais ça ne sera pas possible après ça de faire des modifications.
Parce que, premièrement, il n'y a pas d'espace pour augmenter le nombre de travailleurs. C'est un lieu restreint, il n'y a pas d'espace. Par exemple, si vous travaillez dans un réservoir pour faire des réparations à l'intérieur d'un réservoir, mais quand même que tu ne peux pas mettre 100 travailleurs dans un réservoir, dans un espace clos. Là. À un moment donné, il y a une capacité maximale dans un espace donné. Donc mettre de la pression pour réaliser des projets, ben, c'est ça a un effet sur les ressources disponibles. Et les ressources disponibles ne sont pas infinies. Donc voilà. Et l'effet sur la perte de productivité. Puis là, tantôt, tu mentionnais l'effet de la densité de l'échéancier, puis dans la prochaine slide, tu vas en parler. Fait que pour les gens qui n'ont peut-être pas compris de quoi on parle, là, Fred va en mentionner dans quelques minutes. Je vais juste vous expliquer que moi, j'ai eu à traiter d'un dossier dans les dernières années où l'entrepreneur ou les entrepreneurs, dans ce cas-là, avaient vécu, des entrepreneurs spécialisés, ont vécu des situations où ils ont perdu, où la productivité était vraiment très, très basse. Et il a fallu traiter le dossier et démontrer qu'à certains moments dans le projet, ils avaient une productivité qui était adéquate et même alignée avec ce qu'ils avaient estimé au départ, puis qu'en fonction des changements qui sont survenus en cours de projet, puis on ne parle pas juste de quelques petits changements ici et là, c'était des changements quand même substantiels, et on parle de 20% ou 15-20%, des fois plus, de changements. Là, alors que le projet est rendu déjà à 30-40% d'avancement, puis là, on arrive avec des changements, on se trouve dans une situation à, premièrement, refaire le projet, ou pas refaire, mais replanifier le projet, puisqu'on ajoute du scope. Donc, puis on essaie de garder le délai qui était prévu initialement. Donc, on a plus de scope dans dans le même délai prévu. Donc, ça, c'est l'équivalent de, de la compression d'un échéancier. On n'est pas à devancer les dates de fin de travaux, mais on est quand même dans une situation de compression et donc l'effet est le même sur la productivité. Donc, il y a des méthodes qu'on peut utiliser pour faire cette méthode-là, pour analyser ça. Ce qu'on utilise souvent, c'est le mètre étalon. Donc, de mesurer vraiment la productivité. Ça peut se faire sur le chantier pour voir comment les travailleurs effectuent le travail, quelle productivité, puis ensuite mesurer lorsque le chantier est impacté. Et on le voit dans ces cas-là, on l'a bien vu, l'impact, le lien de cause à effet entre les changements majeurs qui ont fait que c'était l'effet de compression l'effet qu'il a eu sur la productivité. Puis dans le fond, après ça, vous voulez intégrer des changements. Les changements, il n'y a pas de possibilité de faire des Ouais. changements si vous gardez les contraintes de date d'achèvement du projet. Si déjà il y a des retards où l'échéancier est compressé, il n'y a pas de possibilité. Là. Une contrainte, les échéanciers, ça fonctionne toujours de la même façon. Là. Un bon échéancier, on peut en parler, là. Un bon échéancier, de la façon qu'il y a une date de début, c'est la contrainte de début, la date de début. Puis il y a une seule contrainte dans l'échéancier, c'est la date de fin. Ça, c'est le modèle théorique d'un projet. Hein. Il y a un début puis il y a une fin. Fait que c'est les seules contraintes qu'on devrait voir dans un échéancier, du point de vue théorique de la chose. On comprend qu'il y a d'autres aspects à considérer. Euh, Après ça, ben, il y a un ordonnancement qui se fait. Des tâches sans successeur. Il y en a juste une sans successeur, mais c'est la contrainte de fin. Il n'y a rien après. Donc, le reste, toutes les tâches devraient être liées par un, un ordonnancement. Donc, avec ça, on est capable de voir de s'apercevoir si y a un problème dans un échéancier, si ça, c'est pas respecté. D'ailleurs, je Fait pense que c'est là que tu voulais en parler. Prochaine que, slide, je pense que dans les projets que tu as vécu, Fred, on le voit où tu as mesuré la densité. Ouais, c'est ça. ouais, Explique ça ton petit tableau. ouais. Ben, ces 4 projets, je ne pourrais pas vous dire, je pourrais ajouter un autre, puis je vais commencer avec lui. Là, j'ai travaillé sur un projet nordique début 2010 où cet enjeu-là, ben, premièrement, je pourrais déjà parler ce qui était le début de notre présentation de la santé et sécurité. Sur ce projet-là,
qui était pas loin d'1 milliard. Ben, il y a eu un décès, accident de travail. Il y a eu un décès accidentel. Il y a eu un quasi-accident, un collègue à moi qui a passé à travers un silo, qui, le silo d'à peu près 100 pieds de haut, qui s'est retenu juste avec ses bras. Puis il y a eu autant de quasi-accidents, accidents. Euh, c'est un projet très formateur, mais c'est un projet qui avait tous les enjeux euh, dont on vous a parlé aujourd'hui. Donc, c'est sûr que quand on travaille sur un tel projet, ben on est en contact avec des personnes, puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que les travailleurs ont le cœur à l'ouvrage, ils veulent que le projet se fasse. Les travailleurs qui sont, on va le voir plus loin, là, l'effet des contrats sur la productivité des travailleurs. Mais les travailleurs, c'est des gens qui sont très engagés. Et, et cette gestion-là des ressources de travailleurs est fondamentale dans les projets. C'est de s'assurer on a assez d'espace pour travailler et qu'il y a suffisamment de travailleurs pour le projet. Donc, dans le cas que je vous parle, bien, évidemment, c'est un projet nordique. Il y avait un campement, évidemment, parce que il fallait héberger les travailleurs. Puis, à un moment donné, bien, on s'est rendu compte que en cours de projet, bien, finalement, l'échéancier, il y a des mises à jour qui se font au fur et à mesure. Puis, à un moment donné, pendant le projet, bien, on s'est rendu compte qu'il fallait compresser l'échéancier. Mais pour compresser l'échéancier, ça prend plus d'heures à certaines pointes, à certaines périodes du chantier. Et on s'est rendu compte que c'était pas possible de faire venir plus de travailleurs. Pourquoi? Parce que le campement était trop petit pour héberger le nombre de travailleurs. Donc, on peut pas faire venir des travailleurs dans le nord, puis que ces travailleurs-là soient hébergés, on ne sait pas trop où. Mais vous comprenez que oui, l'entrepreneur général, dans certains cas, c'est sa responsabilité, mais il faut comprendre que ces enjeux-là ou ces risques-là c'est le donneur d'ordre finalement qui va s'en trouver responsable indirectement ou directement parce que à un moment donné, l'entrepreneur répond à la demande. À un moment donné, lui, il ne peut pas répondre plus à la demande. Donc, il faut que, ça s'inscrit un peu dans le mode collaboratif qu'on voit de plus en plus dans les projets. C'est de comprendre cette réalité-là de l'entrepreneur à exécuter les travaux. Fait que les projets qui sont ici dans le tableau, c'est la plupart, c'est des révisions d'échéanciers qu'on a effectuées sur pour différents clients. Le premier projet, ben, on a revu l'échéancier de l'entrepreneur. Puis, ce qu'on a constaté, c'est que la densité de l'échéancier était très, 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 très élevée à notre sens. Et on a décidé on a proposé de revoir cet échéancier-là. Et on a abaissé la densité. Fait qu'on on a réalisé, dans le fond, un nouvel échéancier avec un nivellement des ressources qui faisait plus de sens. Et on est arrivé avec une nouvelle date de fin. Et cette date de fin-là, évidemment, on voit ici fin réelle, juin 2024, mais ça s'est avéré qu'on est content parce que notre prévision s'est avérée vraie. En fait, le projet s'est terminé. Il y a eu un achèvement substantiel en juin 2024. Donc, on est content parce que ça a été une bonne nouvelle. Ben, pas une bonne nouvelle, peut-être pas pour le client, mais pour nous, parce on a respecté, en fait, on a vu juste, finalement. Le deuxième projet, on va le voir, là, mais c'est un projet qui va se compléter en juin 2026. On a travaillé à réduire le niveau de densité de l'échéancier. Et selon les dernières informations qu'on a, c'est un projet qui va réellement se compléter. Puis ça, c'est un projet sur lequel on a extrêmement bien collaboré, je trouve, avec l'entrepreneur gérant. Puis ça a été vraiment win-win à ce niveau-là. Le projet C, c'est un projet qu'on a préparé qui est pas réalisé encore, mais nous, on avait comme mandat de faire l'échéancier de référence.
Fait qu'on était à 0,18 de densité, ce qui fait du sens. Puis le dernier projet, c'est un projet qui, à notre avis, qui est très, qui la criticité est trop élevée. Et puis même, en plus d'être critique, l'échéancier, il y a une marge négative. Une marge négative, là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que quand je parlais d'une contrainte de fin d'achèvement, on met une contrainte, on dit ça finit telle date, mais le logiciel calcule, lui, avec le chemin critique, avec l'ordonnancement de toutes les activités critiques, il calcule que c'est beau ce que tu me dis, là, mais ta contrainte ne tient pas la route. Puis dans le fond, le logiciel va te montrer une marge totale négative. Puis la marge totale négative indique le nombre de jours de retard. Donc, fait qu'en plus d'être très dense comme échéancier, il y a une marge négative. Ça va être très difficile de rencontrer la date qui est voulue ici, la date de fin. Donc, voilà, c'était mes leçons apprises, parce que oui, c'est des leçons apprises dans tous les projets sur lesquels on travaille. Donc, juste pour que les gens comprennent, donc on a parlé je pense que le biais optimiste demeure, et pas juste un biais optimiste, mais souvent il y a des besoins d'affaires, les organisations veulent aller très vite. Euh, on l'a vu, ça a des impacts. L'idée, c'est, oui, on peut aller dans une stratégie comme ça, puis subir toutes les conséquences par la suite, ou on peut être beaucoup plus réaliste, puis être plus équilibré dans notre approche au niveau de ce qui est réaliste, au niveau de l'échéancier et des coûts. Hein. C'est ce que tu parlais tantôt, c'est de faire le lien entre l'échéancier, en tout cas, entre l'estimation et l'échéancier pour avoir des ressources. Tu l'as mentionné un petit peu, là, d'avoir des ressources, le resource loaded qu'on a dit en anglais, là, Ouais. pour permettre justement d'avoir cette vision-là sur comment le chantier va se déployer, pas juste avec des activités et des durées fictives, mais vraiment avec des durées basées sur des équipes de travail, basées sur le nombre d'heures qu'on avait estimé, et de faire et toute cette dynamique-là entre l'échéancier, la main-d'œuvre et l'estimation pour trouver peut-être un juste milieu pour qu'on ait un projet, qu'on part avec un projet pas trop optimiste, ni non plus trop pessimiste, hein, d'avoir juste ce juste équilibre-là. Peut-être à nous parler de quelques stratégies que tu vois, Fred, Ouais. pour Mais avant de, atténuer ça. mais avant de passer à la prochaine, un conseil qu'on peut quand même donner, c'est que dans le cas des donneurs d'ordre, quand ils reçoivent un échéancier, l'entrepreneur, mais l'échéancier de l'entrepreneur, souvent, on appelle ça un Gantt, là, puis il y a des activités, mais c'est absolument nécessaire que cet échéancier-là que sa faisabilité soit démontrée. Puis la façon de démontrer la faisabilité d'un échéancier, c'est le chemin critique et c'est les ressources qu'on va assigner pour chacune des activités. Le nombre de ressources, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est faisable? Si ce n'est pas démontré de cette manière-là, ben, le donneur d'ordre court un risque, quel que soit le mode de réalisation, parce que un retard, c'est un retard. Après ça, le retard a des conséquences pour le donneur d'ordre, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas. Il y a des conséquences. Donc, c'est important que l'entrepreneur, ou peu importe, n'importe si c'est un entrepreneur, si c'est un consultant, peu importe, qu'il y ait une démonstration de fait de la faisabilité d'un échéancier. Très important. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on regarde un échéancier? C'est quoi les stratégies? Là, quand on parlait d'ordonnancement, ben c'est ça. On est perdu dans tout ça. Mais la première chose qui est importante, je le répète, je ne suis pas payé par la CNSST ici, mais pour moi, c'est quand même important. L'objectif zéro accident, il faut que les organisations aient ça en tête, en premier lieu. Une veille constante sur les quasi-accidents. Statistiquement, comment ça fonctionne, les projets majeurs, quel que soit le projet, c'est que quand il y a de plus en plus d'accidents ou de quasi-accidents, il y a un drapeau rouge qui devrait se lever à quelque part. Okay? Donc, une veille constante sur les quasi-accidents. Les organisations, à mon avis, devraient regarder ce qui se passe autour, dans les projets autour.
Des fois, il y a des témoignages d'accidents sur les chantiers de construction et on devrait tous noter les leçons apprises et pas recommencer ça et prendre les dispositions pour pas que ça arrive. Un programme de prévention adapté et révisé aux besoins. Il faut l'exiger, il faut du maître d'œuvre, il faut s'assurer qu'il soit adaptable et pour le projet sur lequel on travaille. Et pour les donneurs d'ordre, non, vous n'êtes pas responsable. Il y a la notion de maître d'œuvre qui existe. Mais un accident, ça va vous impacter. Puis ça va impacter peut-être, quand c'est un accident grave, peut-être votre, votre, euh, votre morale, parce que c'est quand même, c'est pas le fun quand on est responsable d'un projet puis qu'il y a un décès sur notre projet, là. Euh, Puis en même temps, ben, il faut comprendre aussi qu'il y a un impact sur l'exécution et sur la réalisation. Donc, échéancier compressé, probabilité d'accident, il faut agir. Faut pas penser. La responsabilité, en fait, c'est la responsabilité de la santé et sécurité, c'est vraiment l'affaire de tous. Donneur d'ordre, entrepreneur, maître d'œuvre, travailleur. Il faut être leader dans un chantier. Quand on voit une non-conformité, un trou qui est pas fermé par un garde-corps, mais il ne faut pas juste dire ben, le maître d'œuvre, c'est pas moi. Non, non. Tu l'as vu, il faut que tu interviennes d'une façon ou d'une autre. C'est très important d'être leader là-dedans. Donc, on parlait de travailleurs, une notion très importante des stratégies, puis il faut puis on s'entend, là, la base de tout, avant de penser que le mode de réalisation va tout régler. En fait, le mode de réalisation, ce que ça montre ici, selon l'Independent Project Analysis, je fais une parenthèse parce qu'on s'est fait, cette entreprise-là de Virginie aux États-Unis nous a audité un de nos clients sur les estimations qui sont produites chez ce client-là. Puis on les connaît. C'est une firme quand même internationale très, très sérieuse. Ben, eux, en Angleterre, ils disent que en fait, la productivité du travailleur sur le chantier n'est pas influencée par le mode de réalisation. Fait qu'un mode traditionnel, la forfaitaire, un mode en gérance ou un mode, peu importe le mode de réalisation, le travailleur, lui, qui est sur le chantier, va avoir la même productivité sans égard au mode de réalisation. Fait que ça, c'est garder ça en tête. Donc, tantôt, on parlait d'estimation puis d'échéancier. Bon, ben, l'estimation, ben, c'est de prévoir à la base une contingence selon la classe d'estimation sur laquelle vous travaillez, qui est produite. Et cette contingence-là, évidemment, elle est en fonction du niveau de confiance qu'on a à l'intérieur d'une précision ou d'un intervalle de confiance. Par exemple, ici, c'est les classes d'estimation selon l'Association for Advancements of Cost Engineering, mais il y a évidemment les classes d'estimation que peut-être tous connaissent, classe D, classe C, etc. Donc, la contingence est importante ici, de bien la déterminer selon le niveau de confiance et de la considérer aussi dans l'échéancier qu'on a parlé plus tôt précédemment. On parlait tantôt de travailleurs, de main-d'œuvre, mais pour connaître en fait les besoins en ressources, bien, il faut que l'estimation permette de trouver cette information-là. Dans une estimation, quelle que soit la classe d'estimation, en fait, il faut bien préciser. C'est très. Vous allez gagner vraiment disons, en efficacité ou en. Votre projet va être très bien parti, quelle que soit la classe d'estimation. Si vous êtes même un classe D, votre projet serait très, très bien parti. C'est déjà en partant, vous avez une évaluation du nombre d'heures travaillées sur le chantier. D'éviter des raccourcis d'estimation de coûts, de prix unitaire qui combinent le matériel et la main-d'œuvre ensemble. L'idée, là, une estimation bien faite,
détaillé, c'est de séparer les heures du taux horaire. Et dans le cas où vous faites des estimations avec des prix unitaires ou que les deux sont combinés ensemble, bien, c'est vraiment de séparer tout ça, que vous ayez de l'information sur les heures travaillées. Avec les heures travaillées, vous pouvez les distribuer comme vous voulez dans votre échéancier, mais vous allez avoir une maudite bonne idée de combien de ressources que j'ai de besoin, moi, pour faire mon projet. Puis de cette manière-là, bien, vous allez démontrer que votre échéancier est faisable. Si vous n'avez pas Démontrer, ça, démontrer qu'elle est faisable, mais aussi, Fred, si elle n'est pas faisable, parce que tu parlais tantôt des pics, là, puis c'est ça qui va ouais, arriver quand on load les échéanciers avec les ressources selon un échéancier qu'on avait prévu. Mais souvent, on voit que la main-d'œuvre joue au yo-yo. Donc, puis on voit que on trouve des endroits ou des périodes où c'est impossible de réaliser des travaux. Donc tout de suite, on devrait voir que ça peut avoir un impact sur l'échéancier. Donc, la méthode qu'on connaît, c'est qu'on fait le resource loading, le resource leveling, justement, pour permettre, donc l'activité n'est pas basée sur des durées arbitraires, mais plutôt basée sur une capacité d'exécuter. c'est en plein ça. En plein ça. Puis, ouais, tout, t'as bien dit tout ça. Je pense que c'est une chose Hmm. qu'on fait moins bien, puis c'est cela qu'on veut vous amener aujourd'hui, je pense, c'est tout cet aspect-là je l'ai mentionné au début, mais d'intégrer la notion des estimations, des heures par corps de métier et de faire le lien avec les échéanciers. Dans certains secteurs, on le voit, secteur industriel pour certains projets dans lesquels moi j'ai participé, puis Fred, ça se fait. On a fait moi, j'ai participé, par exemple, pour des arrêts d'usine où la planification se faisait avec des activités qui étaient des fois de quelques heures assignées à une ressource en particulier, ce qui permettait vraiment de faire une planification très pointue de l'ensemble de l'ouvrage. Et donc, je veux que tu montes à la prochaine slide aussi. Je pense que je t'ai Ouais, rendu là. ouais. Ben, c'est ça, Euh, c'est parce que, oui, je voulais ajouter aussi oui, que dans le vas-y. fond, ce qu'on dit, c'est que dans la période d'incertitude, parce qu'il y a de la pression de réaliser les projets rapidement, ce qu'on dit, c'est que de se ramener aux bonnes pratiques, de se ramener à ce qui est les stratégies qui sont gagnantes. Oui, il y a peut-être un petit peu plus de d'effort dans la planification, mais comme peut-être vous l'avez vu, là, gérer, c'est prévoir. Fait que la planification, cet aspect-là de planification va peut-être vous permettre de faire vos projets plus rapidement. C'est ce qu'on dit essentiellement. Hum, Vous voulez faire ça rapidement, mais si vous ne planifiez pas, vous allez échouer, c'est clair. hum, Fait que c'est le message, je pense, qui est important ici. L'effort de planification en vaut la peine. Puis ça, ben, c'est que l'estimateur et le planificateur, des fois, c'est la même personne. Des fois, c'est deux ressources différentes, mais qui travaillent main dans la main. Donc, prochaine slide. oui. Donc, juste pour, parce que là, je vois que le temps file, Fred, puis on va se permettre Mm. de répondre à quelques questions avant 13 heures. Mais je veux juste en glisser un petit mot sur la gestion des changements parce que c'est un enjeu important. Moi, j'ai fait une présentation avec un collègue il y a quelques semaines à l'Université Laval, justement, sur la gestion des changements et la nécessité d'avoir des échéanciers qui sont bien montés. Et surtout, là, on a parlé de la productivité, mais aussi ce qui arrive, c'est que dans un échéancier qui est bien monté, on doit aussi pouvoir, ou l'échéancier doit nous permettre d'intégrer au fur et à mesure les changements. Pourquoi les changements? Parce que les changements nécessitent euh, euh, des efforts supplémentaires, donc des heures supplémentaires qui s'ajoutent. Puis on peut parler de KPI, puis tous les indices de performance qui sont modifiés quand on bonifie un échéancier avec des changements. Mais surtout, ça nous permet de déterminer quel impact que ça va avoir sur la date de fin. Et si on décide par la suite, en toute connaissance de cause, d'accélérer, mais là, on a les données pour le faire parce qu'on est capable, on sait exactement que, je ne sais pas, une activité, un changement en particulier ajoute 100 heures à notre planning pour un plombier, mais dépendamment
à quel moment il est fait dans notre planification, mais ça peut, oui ou non, avoir un impact sur le cadre. Mais au moins, en faisant cette intégration dans la modélisation, on est en mesure de voir l'impact et de le simuler d'abord, avant même de prendre cette décision-là, de faire un changement. Puis j'ai déjà vu plein de situations, moi, où l'idée, c'est est-ce qu'on apporte un changement, oui ou non? Des fois, il y a des changements qu'on n'a pas le choix, mais parfois, des changements de programme, on a le choix de le faire. On peut le faire plus tard ou on peut ne pas le faire du tout. Donc, en ayant ces informations-là, en faisant ce genre de simulation-là dans nos échéanciers, on peut prendre ces décisions-là avec beaucoup plus de clarté et beaucoup plus en connaissance de cause. Donc, je ne vais pas aller dans trop de détails sur l'acétate, mais je voulais juste introduire le sujet des changements dans l'aspect échéancier. Donc, juste pour résumer, je ne sais pas si tu me permets de faire un petit tour de roue, Oui, Fred. oui. L'idée, c'était pas de vous donner toute la science derrière l'estimation et la planification, mais le message, c'était de passer que l'aspect estimation de coût et l'aspect planification doit se faire de façon intégrée. Fred l'a bien dit tout à l'heure. Et aussi de conscientiser sur les décisions qu'on prend quand on n'a pas toute l'information. D'accord, on parlait au tout début d'avoir un échéancier qui n'était pas réaliste. Vous vous souvenez du nuage de points, là. Quand on a un échéancier qui n'est pas réaliste, le projet est déjà extrêmement à risque et on ne le sait même pas. Ça, c'est la première chose. Et dès qu'on ajoute, on parlait des changements, dès qu'on ajoute des changements, ça met le projet non seulement plus à risque, mais ça crée toutes sortes de situations où le projet est en mode dérapage, puisque là, on est en perte de productivité. C'est que même si on ajoute des ressources, on n'est même pas capable de suivre la cadence qu'on avait prévue au départ. Donc, je pense que la constructibilité de l'échéancier, Fred parlait de la faisabilité, s'assurer que les délais qu'on met dans nos contrats sont faisables. Et donc, on a fait une simulation de cet échéancier-là. Puis quand on reçoit des échéanciers d'entrepreneurs, on est capable de les challenger. Un peu comme on fait dans les projets collaboratifs où on est en train d'établir un prix cible, par exemple. On fait une estimation de notre côté et ensuite, on détermine avec un entrepreneur le prix cible, le prix maximum garanti, si on veut l'appeler comme ça, pour établir le bon prix. Mais on peut faire la même chose aussi avec l'échéancier, d'arrimer les deux, puis s'assurer que les deux concordent, puis que ce sont des échéanciers qui sont réalisables et qu'on a, je dirais, une certaine marge de manœuvre par rapport à toutes sortes de changements qui peuvent survenir en cours de route. Et peut-être rapidement, Fred, un petit mot sur la sécurité, mais Fred l'a bien mentionné, les décisions qu'on prend en début de projet peuvent avoir un impact sur la sécurité, sur les chantiers. Donc, c'est pas juste d'atteindre nos objectifs d'échéancier, échéanciers de coûts, mais également, on parle des humains qui travaillent sur les chantiers. Il faut en tenir compte de tout ça et prendre une décision en bon père de famille, comme on pourrait dire. Alors voilà, Fred, as-tu un dernier petit mot? Ben, écoute, c'était excellent, Patrick. J'ai, ça me fait plaisir de vous présenter ça aujourd'hui. On est des personnes très engagées. On veut que ça fonctionne. Puis là, ce qui est le fun aussi, c'est l'espèce de solidarité qu'on voit de plus en plus ici au Canada, au Québec, sur ce qui se passe ailleurs. Mais je pense que l'idée de réaliser les projets rapidement, mais c'est ce que le micro là, va générer des aspects positifs sur le macro. Puis en tant que société, ben, nos travailleurs, comme Patrick l'a mentionné, vont être heureux de travailler sur nos chantiers. Nous, on va atteindre les succès. Quand on parle des donneurs d'ordre, ben, d'aller atteindre les objectifs. Puis la société dans l'ensemble va être plus productive, puis plus. On peut parler de bonheur là, parce qu'en réalité, on travaille tous et chacun 40 heures et plus par semaine. Donc, une bonne partie de notre vie qui est consacrée au travail. Donc, alors c'est important là, d'être en santé, d'être en sécurité, puis de travailler dans un esprit de collaboration. Ouais. Euh, donc, voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci, Fred. Hmm. Donc, il nous reste quand même 7 minutes. On va respecter notre échéancier, si on peut dire. Alors, si les gens ont des questions, là, je vois que là, j'ai pas vu trop de questions passer, mais si les gens en ont par rapport à certains aspects qu'on a discutés. Oui, je vois que la main est levée. Puis au début, on s'est permis de dire on va permettre l'échange. Ça peut être par chat.
Mais oui, on peut. Ce que je vois pas le nom, là. C'est Jean-Philippe Dionne qui a une question. Jean-Philippe Dionne. Oui, Jean-Philippe. Oui, oui, bonjour. Belle présentation, très pertinente. En fait, moi, ma question, c'était au niveau des outils de travail. Parce que dans un contexte de projet, rapidement, on se dit, ah, ça doit se faire avec MS Project, mais probablement qu'il existe d'autres outils qui sont plus user-friendly, on pourrait dire, que ce soit juste des tablatures Excel qui permettent de faire le même travail, ou tout se fait avec MS Project pour, mettons, la densité, la faisabilité de l'échéancier, coût et délai. Je peux Brad, y veux-tu aller. répondre à ça? Oui. Ouais. Bon, en fait, généralement, les planificateurs puis les équipes en contrôle de projet vont utiliser MS Project, mais ils vont utiliser également Excel. Dans le fond, MS Project ou Primavera, Primavera P6 de la compagnie Oracle, là, peut être utilisé également. L'important, c'est la qualité des données puis la façon que les échéanciers sont montés. En premier lieu, l'important, c'est l'échéancier de référence, que ce soit dans MS Project ou dans P6, soit fait dans un outil de planification. Ça c'est essentiel. Après ça, l'analyse des données peuvent se faire dans Excel. Pour la densité, dans le fond, c'est très, très simple, là. Vous pouvez prendre ça en note, ça ne me dérange pas, là, la densité, là, c'est. Puis, je me base sur certaines études, là, que si vous voulez les références, je peux vous les donner. Dans le fond, c'est la durée totale. Vous prenez la somme de toutes les durées, de toutes les activités. Vous divisez ça vous divisez par la somme de toutes les durées, plus la marge libre. La somme de toutes les marges libres de toutes les activités. Fait que vous pouvez utiliser les colonnes là, qui sont disponibles dans MS Project ou dans P6. Puis ça va être l'indicateur de criticité de l'échéancier ou de la densité de l'échéancier. Mais ça se fait dans Excel. OK. Fait que c'est la somme Oui, de toutes les durées divisée par la somme de toutes les marges. Des durées Marges libres. de la durée plus les plus les marges. marges libres. Le OK. dominateur il est plus gros que OK, le c'est comme un dénominateur. écart type, en fait. Ouais. En tout cas, ouais, on pourrait dire. Ben, merci beaucoup pour l'information. C'est très apprécié. C'est- Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous voulez aussi par la suite, n'hésitez pas à échanger avec nous. Là, je pense que tout le monde a accès par la suite au chat, mais sinon, vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous écrire par courriel. Il y avait d'autres questions. Allez, n'hésitez pas, là. Jean-Philippe, ta main est toujours levée, mais je présume qu'il n'y a pas de questions. Des choses à partager, peut-être. Témoignages, commentaires. Dire qu'on Non, a été bon. c'est un oubli, c'est un oubli. Oui, OK, c'est bon. Nous remercier. Dire merci, vous avez été bon. Oui, c'est bon. Ça veut dire pas de questions, ça veut dire que tout était clair. C'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est ça. C'est bon. Bon, Bon, c'est beau, mais parfait. s'il n'y a rien d'autre, on vous remercie à tous d'être là à votre heure du midi. Encore, comme on l'a dit, Soyez prudents. contactez-nous si vous avez des questions. Oui, et soyez prudents. Et soyez prudents. Salut. Merci à tous. Bonne journée. Bye.